Les invités de Lise Gutmann. Et c'est sur cette musique absolument magnifique d'Olivier Slabiak que nous rentrons dans le monde de Oilem en compagnie d'Arthur Borgnis, un film d'Arthur Borgnis, un film qui sort dans les salles mercredi. Bonjour Arthur. Bonjour Lise, merci de me recevoir. Avec un immense plaisir. Alors c'est un film magnifique que j'ai eu le plaisir de voir. Oilem, ça veut dire quoi en yiddish? Même si je sais, je vais poser des questions pour les auditeurs. Voilà. Oilem, c'est un mot qui vient de l'hébreu olam, qui veut dire le monde, mais qui veut également dire la foule, et dans un sens plus religieux et mystique, l'éternité. Voilà. Et Oilem, c'est un film intégralement en yiddish, sous-titré, je rassure tout le monde, qui sort donc à Paris, uniquement à Paris pour l'instant. Pour le moment, uniquement à Paris, en espérant que nous aurons un intérêt d'un distributeur pour la province. Eh bien, on espère. C'est au Saint-André-des-Arts, 30 rue Saint-André-des-Arts, dans le 6e. Ça va jouer tous les jours à 13h jusqu'au 18 novembre, sauf le mardi et les 26 novembre et 3 décembre. Absolument. Également. Voilà. Alors, ce film, donc, Oilem, est, comme on l'a dit, un film très particulier. Des images magnifiques, un film en noir et blanc, un film avec des voix qui parle yiddish, mais on ne voit personne. C'est-à-dire qu'on comprend où étaient les humains, et les humains, c'était des juifs des Stettler, mais on ne les voit pas. Mais on les entend, et on les entend dans leur langue. Alors, vous-même, vous parlez yiddish, Arthur? Je parle un petit peu yiddish. J'ai appris le yiddish il y a 5-6 ans de ça. Ouais, oui, absolument. Et dans la famille, vous l'aviez entendu? Non, pas du tout. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout parlé dans la famille. Ma famille vient de... Alors, ma famille devait forcément parler le yiddish au 19e siècle, autrefois. Mais non, c'est pas quelque chose qui a perduré. Mais pour moi, c'était important de retrouver cette langue. C'était revenir aux origines. Et puis, c'était également, pour moi, une manière de redonner vie à ce qui a été pour moi l'essence même du monde ashkénaze. Oui. Alors justement, donc, ce monde ashkénaze, là où il se trouvait, c'est de ça dont il faut parler. Ce monde a été anéanti, comme on le sait, en Europe de l'Est, et vous êtes parti sur ces traces. Vous avez filmé dans des endroits incroyables, avec des paysages, c'est faramineux à voir. Non, mais sincèrement, vraiment, on n'en sort pas indemne. Et vous nous donnez à voir des choses qu'en fait, aujourd'hui, le commun des mortels ne peut plus voir, entre autres pour des raisons politiques, des raisons de guerre. Alors, où avez-vous tourné et en quelle année ? Alors, j'ai tourné entre 2019-2020. J'ai tourné... j'ai tenté d'aller là où il restait encore des traces de la Yiddishkeit du monde ashkénaze. J'ai tourné en Pologne, en Ukraine et en Lituanie. Il était très difficile de retrouver encore des traces de Stettler, de grands villages, de grands shtetl. Dans le meilleur des cas, je peux trouver une ou deux maisons en Lituanie, les unes à côté des autres. Et c'était très, très compliqué. Donc, les plans que vous voyez de shtetl, en fait, ont été tournés dans des musées ethnographiques. C'est-à-dire qu'une des grandes... Le principal shtetl qu'on voit dès le départ, c'est justement, je me suis posé la question, c'est dans le cadre d'un musée ethnographique. Absolument. D'où les objets à l'ancienne, les livres, etc. Alors non, les livres que vous voyez, j'ai tourné à Oust, qui est la seule synagogue qui existe encore en état d'avant la guerre, qui se trouve à la frontière roumaine.
C'est dans cette choule que j'ai pu trouver des livres, des Gemaroth, etc., des livres du Talmud, etc. D'accord. Et on les voit très bien d'ailleurs dans le film. Alors, comment avez-vous eu l'idée d'un tel scénario et pourquoi ? La première question que je me suis posée, c'est comment parler d'un monde qui a disparu ? Et de manière tout à fait... je me dis, je vais montrer que les Juifs sont plus là. Alors, comment montrer les Juifs qui sont plus là ? Je vais montrer qu'il n'y a plus personne. Et juste, je vais les entendre. Et je suis tombé durant mes recherches sur cette fameuse interview de Isaac Bashevis Singer durant sa remise de prix Nobel, qui disait je ne crois pas tous les Juifs parlent le yiddish. Je ne crois pas uniquement aux esprits, mais je crois également à la résurrection des morts. Et je suis sûr qu'un jour, des millions de morts se lèveront de leur tombe. Et la première chose qu'ils demanderont, c'est quel est le dernier livre qui a été écrit en yiddish. Voilà. Et je me suis dit, mais effectivement, ce continent qu'on appelle le Yiddishland est peuplé de fantômes. Et les lieux... Ou qu'on n'appelle pas le Yiddishland parce que ça n'a... Oui, mais voilà, c'est un... Ouais. Et... Je rappelle que les Juifs n'avaient pas de territoire et qu'il n'y a jamais eu de pays officiel dans lequel on parlait yiddish. Et qu'on le voit très bien dans le film, à travers certains textes, et on va en parler, qui sont exprimés, des textes de grands écrivains, on comprend que les Juifs n'avaient pas de terre non plus. Absolument. Ils ne pouvaient pas être paysans. Non. Et donc, pour revenir à votre question, effectivement, pour moi, c'était important. Les lieux sont porteurs de mémoire et je me suis dit, et j'ai eu parfois même des hallucinations, pour vous dire. Ah oui ? C'est-à-dire qu'avant même de tourner le film, je suis allé à Cracovie. Et alors, j'étais en train de marcher dans la rue la nuit et je voyais une petite lumière sur une fenêtre et j'entendais des voix yiddish. Et ça, c'est ce qui m'a donné... Alors, c'est peut-être une projection, évidemment. Ouais, je ne suis pas schizophrène. Hein, non, je sais. Ras veshalom. mais vous sentez tellement... En tous les cas, moi, je ressentais tellement la présence de la Yiddishkeit que je voulais... pour moi, ces territoires sont peuplés de fantômes qui sont là. Et ce qui était très pénible, par exemple, quand je suis allé tourner dans la forêt de Ponard, j'avais l'impression de marcher sur des morts. C'était le cas. C'est le cas. Oui. Donc, c'est pas qu'une impression. Non. Je pense que c'est le cas. Moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. La Terre en bouge encore, hein, apparemment. Donc... ce film, alors on comprend pourquoi vous l'avez fait de la façon dont vous l'avez fait. J'aimerais qu'on parle. Donc on a deux comédiens, en tous les cas un comédien professionnel. Il s'agit de Raphaël Goldwasser qui prête sa voix au yiddish dans le film, et puis un jeune homme, Léopold Niborski, qui est l'un des petits-fils du professeur de yiddish Yitzhak Niborski, dont on connaît en général le nom, et ce jeune homme à l'époque avait 14-15 ans. Absolument. Il joue le rôle de Yitzhak Rudachevski, qui était un jeune homme qui devait avoir 13-14 ans dans le ghetto de Vilnius, qui était un peu, toute proportion gardée, une espèce d'équivalent d'Anne Frank, et qui nous livre dans son talkbook, dans son carnet, ses impressions de sa vie dans le ghetto. Et initialement, je voulais vraiment pas parler directement de la Shoah, parce que pour moi, elle était partout dans le film. Et quand je suis tombé sur le texte qui a été traduit aux éditions de l'Antilope de Gilles Rosier, j'ai été absolument estomaqué, bouleversé par le récit de cet enfant. Et surtout, pour moi, ça donnait une lueur d'espoir. C'est-à-dire que même dans ces conditions extrêmement difficiles, il tentait de continuer à aller à l'école, il voulait s'améliorer, il voulait apprendre. Et pour moi, c'était aussi des valeurs de la Yiddishkeit dans la transmission, dans l'importance du savoir à acquérir. Bien sûr. Alors,
donc on entend Rafi Goldwasser, on entend ce jeune homme Léopold Nyborski, mais on entend aussi cette musique exceptionnelle qu'on a entendue en début d'émission d'Olivier Slabiak. Absolument. Pour moi, c'était important de. Alors, je voulais pas que le film soit saturé de musique parce que je trouve que c'est parfois une facilité qui cache des. Puis je voulais aussi que le spectateur se confronte avec les voix, avec les textes, avec aussi les ambiances qui sont le vent. Parce qu'il y a beaucoup d'allégories religieuses et kabbalistiques. Donc, je connaissais la musique d'Olivier qu'il avait faite avec Les Yeux Noirs. Maintenant, ils ont splitté. Et donc, j'ai rencontré Olivier. J'aimais beaucoup sa sensibilité. On s'est enfermé pendant 5-6 jours chez lui. À travailler ensemble, où je lui donnais des directions en le laissant totalement libre, et puis après on en reparlait, et donc c'était il n'avait pas vu le film, il voyait pas forcément les images, c'était plus sur des notions de ressenti, d'émotions que je cherchais, mais en même temps qui soient des émotions qui soient contenues, qui soient pas qu'il y ait une forme de pudeur dans les émotions. C'est très réussi. D'ailleurs, la musique est splendide. Alors, oui, on l'entend. On va écouter quelques secondes. Alors justement, donc les textes, j'aimerais qu'on en parle parce que donc tout au long de ces images que vous avez filmées, on entend la voix de Raphaël Goldwasser principalement qui dit des textes de la littérature yiddish. Alors comment les avez-vous choisis, ces textes ? Quels ont été vos critères de choix ? Alors c'était un travail très long, j'ai lu des milliers de pages. En fait, j'avais un certain nombre de thèmes que je voulais absolument aborder, qui pour moi étaient essentiels à la Yiddishkeit, qui étaient le rapport entre le profane et le sacré, la sécularisation du religieux, l'émergence des idées socialistes, les pogroms, tout ce qui, d'une certaine manière, pouvait être un petit peu la vie qu'ont eue les Juifs du milieu du 19e siècle jusqu'à la Shoah. Et donc, j'ai lu des textes, et ce qui était important, c'est que je voulais que, en choisissant des extraits de plusieurs textes, on ait l'impression que ça soit un seul et même récit, avec une fluidité. Donc... c'est le cas. Merci. On a l'impression d'un seul et même récit, et après on se dit mais en fait c'est des styles différents, donc on a envie d'en savoir plus sur les auteurs, mais on le voit au générique à la fin. Absolument, il y a 14 auteurs qui sont des auteurs extrêmement... il y a des auteurs qui sont des très grands de la littérature yiddish, extrêmement connus et classiques, même je dirais les pères de la littérature classique yiddish, comme les Bouches Peretz avec Nigun Funa Melodie, la métamorphose d'une mélodie. Mais on a aussi des auteurs, moi probablement un des auteurs qui m'a le plus bouleversé, c'est Lomed Shapiro. Quand il parle du pogrom dans la croix, parce que là on rentre vraiment, indépendamment même de la force du récit, dans une littérature extrêmement moderne, extrêmement... il y a également des récits de Hofstein qui racontent le travail dans l'usine de sueur, on comprend à quel point que j'ai tourné à Lodz. Oui, les ateliers de la sueur, oui. Donc, un film à voir absolument, qui passe au Saint-André-des-Arts, 30 rue Saint-André-des-Arts, dès mercredi. Ça sort le 6 novembre, c'est tous les jours à 13h jusqu'au 18 novembre, sauf le mardi, et ça passera également le 26 novembre et le 3 décembre, et vous y serez à chaque fois. À chaque fois pour rencontrer le public et parler avec eux après la projection. Pour échanger. Arthur Borgnis, merci beaucoup pour ce très beau film. Et puis on vous souhaite tout le succès que vous méritez quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci. Au revoir. Merci beaucoup Lise. Au revoir.